Bienvenue dans L'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Sylvie Hugues compte parmi les personnalités les plus investies pour défendre la photographie sous toutes ses formes. Certains pourraient la qualifier d'incontournable, mais ce serait pour mieux saluer son implication sans faille pour transmettre le goût de la photographie auprès du plus grand nombre. Parmi ses nombreuses activités, elle est, avec Mathilde Théraube, la directrice artistique du Festival du Regard, qui met la photographie à l'honneur dans l'Ouest parisien depuis sa création par Éric Vialatel en 2015. Yannick Le Guillanton a rencontré cette amoureuse de la photographie et des livres cet été, alors qu'elle était en pleine préparation de la 5e édition du festival qui ouvrira ses portes à Cergy-Pontoise ce 9 octobre. Avec lui, elle revient sur l'identité de ce jeune festival, sur la programmation éclectique mais très cohérente qu'elle a élaborée autour de la thématique des voyages extraordinaires, avec un fil conducteur en forme de questions. Que reste-t-il de l'esprit des grands photographes voyageurs qui ont fait découvrir le monde, dans sa beauté comme dans ses violences, au moment où tout est vu, filmé, diffusé, commenté en temps réel. Elle revient aussi bien sûr sur son parcours personnel, en évoquant d'abord son rôle dans la création du magazine Réponse Photo et son métier de rédactrice en chef du mensuel dont elle a été aux commandes de 1992 à 2014 avec Jean-Christophe Béchet, puis en abordant avec passion ses missions régulières de lecture de portfolio et d'organisation de masterclass en compagnie de la photographe Flore, où elle permet à de nouvelles écritures visuelles d'émerger et de se faire connaître. La pédagogie, la volonté de créer des passerelles, des rencontres, l'ouverture d'esprit, la confrontation des regards, la curiosité, c'est tout cela qui porte Sylvie Hugues et lui donne une énergie qu'on lui envie. Écoutons-la dans cette première partie du podcast L'œil écoute. Bonjour Sylvie Hugues, c'est un réel plaisir de me retrouver face à vous et je vous remercie d'avoir répondu présente à cette invitation de l'œil écoute alors que votre été est particulièrement chargé puisque vous venez tout juste de rentrer de la Fondation des Trails dans le sud de la France où vous étiez en résidence, que vous finalisez actuellement l'organisation du Festival du Regard, déplacé pour les raisons que l'on connaît et qui se déroulera finalement du 9 octobre au 29 novembre prochain à Cergy-Pontoise et qu'enfin vous travaillez également en parallèle pour la galerie Caméra Obscura. Tout à fait ça. J'ai plein d'activités différentes. Et d'ailleurs, on développera par la suite d'autres activités que je n'ai pas citées dans cette introduction. Alors, je l'ai indiqué succinctement, vous êtes avec Mathilde Théraube, la co-directrice artistique du Festival du Regard, une manifestation qui célèbre sa 5e édition et qui a été créée par Éric Vialatel. Il existe aujourd'hui un nombre important de manifestations consacrées à la photographie. Comment celle-ci trouve-t-elle sa place ? Est-ce qu'elle a un ADN qui lui est propre ? Ou compte tenu de son jeune âge, êtes-vous finalement toujours en quête d'identité ? Alors c'est vrai qu'il existe pas mal de festivals photographiques en France et c'est tant mieux, hein, c'est la richesse, c'est une richesse extraordinaire. Le nôtre est un peu particulier dans la mesure où il n'est pas sur un style de photographie comme peut l'être Visa pour l'image qui ne traite que du photoreportage. Ou d'autres festivals qui vont être que sur la photo documentaire, admettons. Nous, on est assez ouverte à tous les styles de photographie, mais nous thématisons chaque édition. Cette année, c'est le thème des voyages extraordinaires. L'année précédente, c'était le thème habiter. Parce que, pourquoi habiter ? Et ça me permet de rebondir. C'est parce qu'en fait, on essaye aussi d'adapter le thème que nous choisissons au lieu que nous habitons, c'est le cas de dire, au lieu que nous allons investir. Nous sommes un festival qui, il se trouve, est nomade d'une certaine manière, puisqu'en fait, il a démarré en 2015 sur la volonté d'Éric Vialatel qui souhaitait réaliser un événement photographique d'envergure dans l'ouest parisien, puisqu'il n'y en avait pas. Et à Saint-Germain-en-Laye, parce que c'était la ville où il habitait. Donc le festival s'est tenu 2 années consécutives à Saint-Germain-en-Laye, en 2015 et en 2016.
Et à partir de 2018, il y a eu une année blanche, et à partir de 2018, nous avons été accueillis par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise dans différents lieux. D'abord le Carreau, qui était une salle d'art visuel, et toujours en extérieur. On a développé des expositions en extérieur également. Ensuite, l'année dernière, c'était une tour de bureau qui n'était absolument pas prévue pour accueillir de la photographie, que nous avons convertie presque en galerie, j'ai envie de dire. Et cette année, le nouveau challenge, c'est de transformer une ancienne poste avec tout le plateau de centre de tri postal. On n'est pas loin on est à plus de 1500 mètres carrés, complètement aménagé, à monter des cloisons, etc. Donc ce qui nous caractérise, et je pense que maintenant notre identité c'est ça, c'est une thématique différente chaque année, des lieux qui ne sont pas prévus pour la photographie, mais que nous aménageons de telle sorte que vraiment, et c'est ce qui a été souligné l'année dernière dans la presse, ça soit de qualité presque muséale, on peut dire qualité muséale. Il n'y a pas l'hygrométrie ou des critères comme ça, mais les photos qui sont au mur sont des vrais tirages. Il y a une volonté aussi chez nous, avec Mathilde Théraube et Eric Vialatel, de montrer de la photographie, des beaux tirages, pas uniquement des dibons en extérieur, mais ça on y reviendra sans doute. Et puis aussi une volonté de montrer beaucoup de photographes vivants, parce que français notamment. Il se trouve que cette édition elle est un peu particulière, il y a plus d'étrangers, mais il y a eu beaucoup de photographes français vivants qui ont été invités à exposer au Festival du Regard, avec souvent quelques têtes d'affiche, des locomotives, et pas mal de photographes moins connus à découvrir, parce que je trouve que ce mélange permet justement d'avoir 2-3 photographes qui tirent un peu la programmation, qui attirent des visiteurs et qui permettent aux visiteurs de découvrir des noms moins connus qui méritent tout autant, je trouve, l'attention du public, et qui, je trouve, souvent ne sont pas assez connus. Et beaucoup de photographes français, donc comme je disais, parce que je trouve que la photographie française est bien souvent un peu maltraitée en France. Bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, pourquoi des photographes vivants? Parce que ça permet aussi d'organiser des rencontres. Parce que tout le long de la durée du festival, nous avons prévu des week-ends où le public peut rencontrer les photographes. Ils font visiter leur exposition, la commentent, on peut leur poser des questions. Donc moi, on privilégie beaucoup cette approche d'échange. Est-ce que justement, un festival, c'est pas une opportunité pour un photographe, un photographe amateur éclairé ou qui veut se professionnaliser, d'exposer pour la première fois ses images? Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? On a même eu le cas, parce que j'organise donc des lectures de portfolio gratuites pendant la durée du festival. La prochaine sera le 18 octobre à Cergy-Pontoise, et j'invite ceux qui nous écoutent, s'ils veulent venir montrer leurs travaux, de le faire. Et on a même eu donc le cas, c'était il y a 2 ans, d'une photographe qui est venue montrer son travail sur la tour Gagarine qui est à Ivry-sur-Seine, et c'était dans l'édition 2018 qui traitait du thème adolescence. Et comme j'avais comme ça déjà dans la tête l'idée de traiter du thème habité, le thème habité était parfait pour Cergy-Pontoise, parce que c'est une ville nouvelle, une ville sur dalle, avec une architecture un peu curieuse, on va dire, assez particulière, mais que moi j'aime beaucoup, des années 70. Donc quand j'ai vu ce travail en lecture du portfolio en 2018, j'ai eu envie de l'exposer en 2019. Donc ça c'est plutôt sympa quand ça peut se passer comme ça. Elle avait pas tellement exposé en festival, mais j'en ai souvent des photographes qui sont, j'ai même des amateurs. L'année dernière, c'était Nikos Zampolas, qui est un photographe suisse, qui exposait une série assez originale sur la Suisse, et qui était amateur photographe, mais bon, sérieux. Et cette année, j'ai également Giorgio Negro, qui a un métier par ailleurs. Bon, ça n'a pas empêché de publier un livre chez un éditeur de photos, mais il a un métier par ailleurs, et il fait de la photographie noir et blanc, en l'occurrence en Amérique du Sud. Donc voilà, moi j'aime bien justement mélanger les approches, les regards, les styles, et puis surtout, je ne fais pas tellement... évidemment, il y a une... Aujourd'hui, photographe professionnel ou photographe amateur, honnêtement, les frontières sont de plus en plus ténues, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir un peu de tout pour tout le monde, j'ai envie de dire.
d'une certaine manière, mais quand même avec une ligne directrice. Regroupé au sein d'une thématique. Donc voilà. Finalement, l'ADN du festival, c'est une thématique adaptée à un territoire. Exactement, c'est un parfait résumé effectivement de ce qu'est le Festival du Regard aujourd'hui. Alors cette édition a pour thème les voyages extraordinaires, c'est un petit clin d'œil à Jules Verne. On peut dire que vous avez le nez particulièrement creux puisque cette année les voyages physiques sont contraints. Quelles sont les destinations, les univers dans lesquels vous nous proposez de nous embarquer ? Alors, on a plusieurs continents qui sont donc représentés. Évidemment, on a fait attention en choisissant les photographes et les artistes de couvrir un peu tout le globe terrestre et même l'univers, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une série d'anticipations, entre guillemets, de Cédric Delceau qui traite de la saga Star Wars. Et là, on se projette dans le futur. Donc, c'est un voyage extraordinaire pour le coup, vraiment à la Jules Verne, puisque c'est sa série Darklands, mais aussi son développement, parce qu'il a vraiment maintenant développé tout un univers, Cédric Delceau, qui est un photographe français que je trouve brillant, vraiment. Et donc voilà, il y a l'univers fantasmagorique, le voyage un peu dans l'univers de science-fiction, mais à côté de ça, il y a des voyages aussi dans différents continents. Donc l'Amérique du Nord, qui est représentée par Rémi Noël, qui revisite les mythologies américaines, et ça c'était pas prévu. Donc nous couvrons plusieurs continents, notamment l'Amérique du Nord, au travers des photographies de Rémi Noël qui revisite les mythes américains en noir et blanc, c'est très drôle, très poétique. L'Amérique du Sud via les photographies en noir et blanc de Giorgio Negro, qui a couvert pendant 15 ans à travailler sur différents pays d'Amérique du Sud. Hawaï, qui est aussi en fait la dernière petite étoile du drapeau américain, le 51e étage, je crois, des États-Unis, qui est photographié par Renan Guillou dans sa série Paradis. Donc ça, c'est pour le continent américain. Pour le continent africain, nous avons Flore, là c'est plutôt le Maghreb, qui a fait un travail extrêmement beau, avec une attention particulière au tirage sur le Maroc de son enfance. Donc elle évoque le souvenir du Maroc. Ensuite, on a le Congo, vient un travail là pour le coup plus dur, puisqu'il s'agit de couvrir le conflit du Congo avec du film infrarouge. Donc ça, c'est le travail de Richard Moss, qui est un artiste de renommée internationale, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et puis beaucoup l'Asie, au travers du travail de Éric Dessert en Chine, c'est sur le long du fleuve Yangtze, du fleuve jaune, et puis la Corée du Nord avec Davide Monteleone, qui a réussi à faire un trajet en train en Corée du Nord et nous montrer, parce que c'est un pays très fermé comme on le sait, donc on a toujours des images un peu, on va dire, pas carte postale, ça serait exagéré, mais des images un peu archétypales, quoi, un peu. Et là, lui, il a pu montrer un peu une autre vision de la Corée du Nord. En définitive, Bogdan Konopka, qui nous a quittés l'année dernière, sur lequel on revient sur son travail sur la Chine, l'Empire du Gris, photo 4-5 tirée par contact, très, très belle, très douce, très grise, mais qui montre une autre Chine également. On n'a pas oublié l'Europe, avec notamment le rideau de fer en Allemagne, un photographe, Robert Kluba, qui est donc allemand et qui a fait tout le trajet, puisque ce rideau de fer est devenu une route de cyclotourisme. Donc il a refait en photographie tout ce trajet. Gregor Belzig, un autre Allemand qui a lui parcouru la route de la soie et notamment beaucoup photographié la Géorgie, le Caucase, en fait toute la partie du Caucase, avec des tirages fressons, des carnets de voyage, c'est très beau. Ensuite la France avec Viviane Mayer, qui on le sait moins, parce que la nounou photographe, elle est très connue par ses photos de Chicago et de New York, mais elle a fait un tour du monde. Et son tour du monde s'est arrêté dans le Champsor, de cette petite région qui est près de Gap, enfin qui est autour de Gap. Et elle est originaire de cette région. Elle a photographié donc en 58 cette région, et on expose les photos de Viviane Mayer, mais qui sont assez inhabituelles. Alors comment avez-vous eu l'opportunité de pouvoir présenter le travail de Viviane Mayer? Parce que je pense que c'est assez compliqué, notamment pour des raisons de droit. Elle a eu une succession assez difficile.
Il se trouve que dans mon autre vie, j'étais rédactrice en chef d'un magazine de photos et j'avais donc consacré un numéro à la saga Viviane Maier parce qu'on commençait vraiment à en parler. Le film de John Malov, l'agent immobilier qui l'a découvert, venait de sortir, enfin, était je crois en cours de... devait sortir. Et donc, on avait consacré un dossier à cette photographe. On avait eu la chance aussi de connaître Françoise Morin, la galeriste, la directrice de la galerie Les Douches, la galerie qui, en fait, représente Viviane Maier en France. Donc, on avait couvert cette saga. Et il se trouve que dans l'histoire de Viviane Maier, il y a un rebondissement étonnant. C'est que John Maloof, quand il va scanner tous les négatifs de Viviane Maier, il va s'apercevoir qu'il y a des photos qui ne sont pas prises aux États-Unis, mais visiblement dans un petit village français. Il va faire des recherches sur un moteur de recherche et il va découvrir qu'en fait, elle a des origines champsaurines. Donc, c'est cette vallée du Champsaur qui se trouve, donc, comme je disais, dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes. Et du coup, c'est créé sur place une association des amis de Viviane Maier, qui est en fait dirigée par un certain nombre de personnes très sympathiques et qui ont créé un parcours sur place. Et moi, je les avais interviewées à l'époque du magazine. Et on a toujours gardé des bons contacts. On anime un stage avec le photographe Jean-Christophe Béchet une fois par an, et ça sera au mois de novembre, sur place, sur les traces de Viviane Maier, en revisitant les lieux qu'elle a visités, qu'elle a photographiés. Donc j'avais cette possibilité-là d'avoir un lien direct et l'accès à la collection qu'ils ont sur place, puisque en fait ils ont créé une maison de la photographie Viviane Maier avec les photos que John Maloof leur a données, des photos prises par Viviane Maier de cette région. D'accord, donc en fait une vision très locale, en fait, très locale, exactement. De la région d'où elle venait, puisque c'était sa mère qui était originaire, et elle a vécu sur place en fait de 6 à 12 ans. Et je crois que quand on est enfant, c'est une région qui doit marquer. Elle a fait son cours préparatoire donc à Saint-Julien en Champsaur. Et donc elle est revenue, et d'ailleurs c'était amusant, juste je ferme la parenthèse après, il ne faut pas être trop long, mais elle faisait tirer, quand bien même elle était aux États-Unis, elle continuait à faire tirer ses négatifs à un moment donné par le photographe de Saint-Bonnet, qui est le village voisin de là où était originaire sa mère, parce qu'elle aimait beaucoup les tirages du photographe de Saint-Bonnet, comme quoi, hein, c'est étonnant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres expositions dans votre liste pour le festival? Ah oui, ça, il y en a. En tout, il y en a 22. Donc, il y a 22 expositions. Sur l'Europe, il y a aussi Philippe Séclier qui a fait un très beau travail où il est revenu sur le livre de Pasolini, La longue route de sable. Il se trouve qu'on va fêter c'est pas vraiment une fête, mais on va célébrer plutôt les 45 ans, je crois, de sa mort, puisqu'on le sait, Pasolini a été retrouvé mort sur une plage. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, enfin, sans doute, mais bon. Et donc Philippe Séclier a refait le trajet décrit par Pasolini dans son livre, donc le long des côtes italiennes. Donc c'est un travail en noir et blanc. Donc ça sera exposé dans l'ancienne poste. Nous avons également, alors là je saute de continent, le travail de Richard Pack qui mène en fait un volet, enfin plusieurs volets sur l'insularité, ce que c'est de vivre sur une île. Et notamment, il est allé sur l'île de Tristan d'Acunha, qui est un petit confetti au milieu de l'Atlantique Sud. Et vraiment une île minuscule où il est resté 3 mois en résidence pour ce projet photographique. Donc il nous décrit l'île de Tristan d'Acunha qui est vraiment pas très connue et comment vivent ses habitants, parce qu'il y a une histoire assez particulière mais que vous découvrirez au festival. Ensuite il y a la Russie via le travail d'Evgenia Arbugaeva, qui est originaire d'un petit village en Sibérie qui s'appelle Tixi, sur lequel elle est revenue au travers d'une petite fille. Elle raconte l'univers de cette petite fille en Sibérie. On dirait un conte pour enfants, c'est très joli. Voilà, il y a... Qu'est-ce que j'ai dû forcément en oublier? Vous exposez aussi une collection d'images du 19e siècle. Oui, alors juste je finis parce qu'il y a quand même dans la programmation, je tenais vraiment à me faire une place à part
aux photographes qui nous ont donné à nous envie de voyager, de prendre l'appareil photo et de partir en voyage. C'est Bernard Plossu et Max Pam, Françoise Nunez aussi d'une certaine manière, qui étaient cette génération de photographes un peu beatnik, Jack Kerouac, On the Road, on prend comme Robert Frank, qu'on connaît pour les Américains. Oui. Exactement. Donc Bernard Plossu en 1965. C'est le versant mexicain en fait du travail de William Klein sur l'Amérique. Oui, tout à fait. Donc il part en 65 avec son boîtier, une bande de potes. De Robert Frank, pardon. De Robert Frank, oui. Avec une bande de potes et il photographie librement en noir et blanc. Et ça sera un livre, ça fera l'objet d'un livre qui va devenir mythique. De la même manière, Max Pam, qui est un peu son frère d'armes, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont dans la vie, ils s'aiment beaucoup, ils correspondent, ils s'écrivent régulièrement. Max Pam, photographe australien, qui va faire un peu la même chose, mais lui sur la partie asiatique du continent, et qui va, pendant, pareil, de nombreuses années, photographier, mais de façon en faisant du stop. Tout ça se déroule dans les années 70-80, c'est une autre époque. Et tous les deux, on fait 2 livres, Goïniste pour Max Pam, qui est devenu un livre mythique, et Le Voyage mexicain pour Bernard Plossu, qui a été souvent réédité et qui reste vraiment 2 monuments de la photo de voyage, selon moi. Et donc, pour venir, oui, effectivement, le 19e. Alors, le 19e siècle, c'est la particularité de Mathilde qui, elle, a travaillé dans des galeries qui vendaient ce genre de photographie avec des marchands qui sont très connaisseurs, parce que c'est un petit milieu avec, certaines personnes qui sont... Parce qu'il faut vraiment bien connaître à la fois la technique, les papiers de l'époque, les parcours. Il n'y avait pas tant de photographes que ça. Et on a eu envie de montrer ce que c'était le voyage à l'époque où on ne prenait pas les vols low cost, où on ne pouvait pas prendre un billet de train comme ça sur Internet. C'était un voyage, c'était toute une aventure. Et on avait envie de faire un petit clin d'œil là aussi à Jules Verne avec un tour du monde en 20 photographies du 19e, où là on couvre pour le coup tous les continents. Telle que l'a fait la mission héliographique, je crois. Oui, encore que la mission héliographique était un peu délimitée. Nous, en fait, on va jusqu'au Japon, puisqu'on a des photos de Felice Beato. C'est absolument magnifique, c'est des photos colorisées. Des samouraïs, des yakuza de l'époque, de l'impératrice. Non, c'est vraiment très beau, quoi. Et je suis très contente qu'on réussisse, parce que ça, on y tient beaucoup avec Mathilde, à montrer des vrais tirages. J'ai envie de dire, il n'y a pas des faux et des vrais. D'une certaine manière, oui. En tout cas, des tirages soit réalisés par les photographes eux-mêmes, ou des tirages faits par des tireurs, mais qui sont des tirages argentiques, comme c'est le cas pour Plossu, Françoise Nunez, Max Pam ou Graciela Iturbide. J'en ai pas parlé, mais c'est une photographe mexicaine qui, elle, a voyagé en Inde. Et de la même manière, on a reçu ces tirages par FedEx. C'était une émotion énorme d'ouvrir la boîte et de voir des tirages qui avaient été faits soit par elle ou par son tireur, mais des vrais tirages argentiques, barités, de grande qualité. Pour nous, c'est important. Donc c'est un véritable voyage dans l'espace, dans le temps, et finalement la programmation est très internationale, puisqu'il y a plusieurs noms que vous citez qui sont des... Oui, en fait, c'était pas une volonté de faire du name dropping ou d'avoir des noms différents, mais ça s'est fait un peu par le choix de se dire il faut couvrir différentes zones du globe, en fait. C'était un peu ça, et puis avec toujours la volonté de montrer des beaux tirages, quoi. Donc forcément, du coup, on est tombé sur ce choix. Après, on bâtit une programmation toujours à partir d'envie. Il y a l'envie du directeur du festival, il y a nos envies à nous. On a repéré, moi je travaille beaucoup à partir de livres. J'ai la chance d'avoir pas mal de livres photos, d'aimer ça, et souvent je repère les travaux des photographes via les livres. Et notamment, il y avait une exposition et un livre qui m'avait marqué, c'était la série Infra de Richard Moss. Et je m'étais dit, bon, dans ma programmation, il y a des noms comme ça qui doivent être obligatoires. Il y avait Richard Moss. Et à partir de là, on bâtit. Et puis, voilà, quand il y a des manques, on va aller chercher tel photographe pour tel endroit.
On y reviendra un peu plus tard, puisque c'est une question que je voudrais vous poser justement sur la façon dont vous bâtissez ce festival et comment vous vous répartissez les rôles avec Mathilde. Mais c'est intéressant de savoir que ça se fait dans le temps, ça s'étire dans le temps. C'est pas 6 mois avant la manifestation, vous pensez à tel ou tel artiste ou telle thématique. Non, on démarre. Enfin, d'habitude, le festival il a lieu en mai-juin. Bon, il se trouve que cette année, avec le Covid, la crise sanitaire inédite que nous vivons, il a été décalé. Mais on commence à travailler dès septembre, même, j'ai envie de dire qu'on a déjà en tête l'édition de l'année suivante. En fait, on y pense tout le temps. Donc, c'est un travail de longue haleine. Alors, je sais que vous n'êtes pas pour la politique des quotas, mais je vois néanmoins que les femmes sont bien représentées dans cette édition. Question fil rouge du podcast de L'Œil Écoute. Quelle est pour vous la place des femmes dans la photographie contemporaine? Alors évidemment, les femmes photographes, mais dans le monde de la photographie, il y a énormément de femmes qui ne sont pas toujours visibles. Oui, alors ça, c'est en train d'évoluer, et tant mieux, mais c'est en train d'évoluer grâce à l'action concrète et à une prise de conscience qui en découle, et moi je suis ravie de ça. Après, il faut faire attention qu'on n'en vienne pas à l'inverse, à ne privilégier que les femmes, ou à choisir des travaux de femmes photographes uniquement parce que ce sont des femmes photographes. Moi, je ne me pose pas trop la question. En fait, je choisis des séries photographiques ou des travaux photographiques en fonction de leur qualité. Il se trouve que c'est souvent, oui, effectivement, j'ai pas mal de femmes cette année. J'en avais beaucoup dans l'édition. C'était même d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que c'était le problème à l'envers, parce que l'édition 2018, sur le thème adolescence, à un moment donné, quand on a fait notre liste avec Mathilde, on n'avait pratiquement que des femmes. Donc c'est peut-être un sujet qui est plus traité par les femmes pour une question de sensibilité, d'accès aussi. Oui. Sur le voyage, on en a peut-être un petit peu moins. Alors, mais bon, cela dit, ça ne veut rien dire. Hein, mais nous, on se pose pas trop la question de dire est-ce que c'est une femme ou un homme qui a traité le sujet. On voit le travail photographique, est-ce qu'il est bon ou pas bon, est-ce qu'il nous plaît ou est-ce qu'il nous plaît pas, est-ce qu'on se sent à même, parce que c'est aussi ça, avec nos moyens et notre budget qui n'est pas délirant, de montrer au mieux la série photographique. Et par rapport au lieu aussi qu'on va investir, parce que tout ça fait un ensemble. Moi, je suis un peu drastique sur la cohérence. Pour moi, c'est un bon festival, c'est un festival qui est cohérent et dont on sort enrichi. Donc, si on n'est pas à même de pouvoir bien présenter le travail d'un photographe, autant ne pas le montrer. Bien évidemment. Alors j'ouvre une parenthèse qui reste néanmoins en rapport avec la thématique du festival. Au XIXe siècle, la photographie était une forme de voyage par procuration, puisque pour la première fois, on pouvait contempler des sites, des édifices, qui n'étaient plus une interprétation de la réalité telle que le proposait la peinture ou la gravure. Depuis quelques années, le numérique a accéléré une forme de volatilité de l'image. Selon vous, le confinement a-t-il précipité notre rapport virtuel à l'image? Et est-ce que pour vous, le contact charnel face à l'œuvre demeure fondamental? Ah bah oui, vraiment. Enfin, justement, je dirais que plus l'image est volatile, plus elle voyage via les réseaux sociaux, plus elle est malaxée, triturée, torturée parfois, plus c'est notre rôle, il me semble, à nous, commissaires d'exposition et on va dire passeurs, d'une certaine manière, on est des passeurs entre les photographes et le public. Il me semble qu'on a le devoir de montrer une photographie qui n'est pas uniquement une image, mais un objet. Moi, je tiens beaucoup à cette notion de photo-objet. À une époque, d'ailleurs, enfin, c'était dans la deuxième édition du festival, j'ai même montré le travail de Sophie Zénon qui fait de l'impression sur bois. Elle avait construit un grimoire aussi. On avait un grimoire dans lequel elle avait repris un peu le principe des albums de famille anciens. Nous, on est très attachés à montrer l'objet photographique parce que je fais la distinction entre image et photo. L'image, c'est ce qui circule, ce qui est partagé, et tout ça, c'est très bien. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. En revanche, pour nous, festival de photographie, l'important, c'est aussi de montrer qu'une photographie, ce n'est pas qu'une image, c'est aussi un support. Et que le support, il peut être argentique ou jet d'encre, ou ça peut être aussi un support autre. Hein, ça peut être, comme je disais, du bois, ça peut être autre chose, ou même... C'est-à-dire, ce qui vous importe, c'est le rendu, finalement, la finalité de ce qui a fait le process de création, entre la prise de vue
le tirage ou éventuellement les retouches qui ont pu être faites sur des logiciels. C'est l'objet photographique. C'est l'objet photographique qui importe, et c'est surtout aussi le sens que cet objet a et le procédé peut avoir dans l'idée qu'a développé le photographe ou la photographe, puisque, je prends un exemple, Richard Moss, il a travaillé sur le Congo et notamment sur le conflit qui est extrêmement compliqué, qui est impossible à comprendre pour quelqu'un qui est extérieur au Congo. Il a choisi un film militaire infrarouge qui en fait donne des images très rosées, la végétation est rosée, les uniformes des soldats sont bleu lavande. Et pourquoi il a choisi ce film-là, ce rendu-là, dans un but particulier? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a l'adéquation entre le propos, le sens profond et la forme. Le fond et la forme, pour moi, ne font qu'un, et l'objet photographique est le révélateur, enfin, on va dire, l'aboutissement de cette réflexion. Alors, est-ce qu'il peut exister justement un process numérique, puisque je pense Bien sûr, notamment, alors évidemment, on arrive toujours à un produit fini, hein, mais je pense notamment à David Hockney, qui est donc peintre, bon, mais qui fait également des images numériques aujourd'hui. Est-ce que à partir du moment où c'est défendu, vous pourriez imaginer que des images soient présentées du reste, sur des écrans dans une exposition? Alors, pourquoi pas, si c'était justifié par le travail du photographe, si c'était cohérent avec son propos, ça me choquerait pas du tout. Et du reste, par exemple, le travail de Cédric Delceau, j'y reviens, qui est enfin, d'une certaine manière, où il y a énormément d'interventions numériques, hein, puisque oui. Là, pour le coup, au départ, il photographiait un paysage un peu fantasmé. Tout à fait. Alors, il prend... le paysage est réel. Le paysage est réel. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il met la science-fiction dans notre réalité à nous. Exactement. Ouais. Mais pour ce faire, il utilise donc les outils numériques de logiciels de retouche d'images très, très développés, très pointus, et il le fait avec beaucoup d'intelligence. Donc ça me poserait aucun problème si Cédric Delceau me disait moi, mes images, mes réalisations, mes œuvres, elles doivent présenter sur écran, je n'aurais aucun problème. Du reste, nous avons un caisson lumineux, par exemple. Pour une de ces images, on va présenter un caisson lumineux. Ça ne me poserait aucun souci du moment que c'est cohérent. C'est ça qui est important, quoi. Alors, il y a un spectre très large dans les œuvres que vous exposez, vous l'avez dit, puisqu'il y a à la fois des vintage et des photographies qui ont été produites très récemment. Comment se définit une thématique d'exposition? Donc vous en avez partiellement parlé. Et comment se partagent surtout les tâches avec votre comparse pour assurer la direction artistique? Alors, on est effectivement un binôme où, en fait, on n'est que deux. Enfin, il faut voir quand même que le Festival du Regard est fait par deux personnes. Donc, c'est un boulot assez prenant. Et après, on fait appel évidemment à des prestataires, notamment Art Composite, qui nous fait les montages, etc. Mais c'est quand même... Donc, qui dit deux personnes, dit vraiment... Enfin, on est en fait une seule et même personne, puisqu'en fait on partage tout. C'est-à-dire on se soumet des listes de noms de photographes, on se montre des travaux photographiques qui nous intéressent, etc. Après, s'il fallait faire une distinction, disons que Mathilde, par sa formation, serait plus sur la partie administration, gestion technique et suivi un peu du côté technique et réalisation. Et moi, je serais, par ma formation plus de journaliste, plus sur la communication. Mais en réalité, on est une direction artistique à deux têtes, j'ai envie de dire, enfin, pour aller vite. C'est deux têtes et un corps, quoi. C'est ça. Et j'ai du coup oublié... Ah oui, la thématique. Comment on établit une thématique? Ça, c'est en fonction un peu de l'actualité, c'est en fonction de nos envies, c'est en fonction du lieu qu'on va investir. C'est vrai que cette année, la Poste... quand j'ai pensé... Enfin, moi, j'ai imaginé toutes les lettres qui partaient de cette poste et qui allaient aux quatre coins du monde. Je trouvais ça... La poste, pour moi, ça m'a toujours fait rêver. L'aéropostale, enfin, tout ça, c'est... Enfin, j'adore écrire, envoyer des lettres. Je trouve que c'est quelque chose de très beau et qu'on est en train de perdre. Donc, les voyages extraordinaires, c'est venu aussi naturellement via le site qu'on allait occuper. De la même manière, l'année dernière, avec la tour de bureau EDF et cette ville de Cergy-Pontoise, on a pensé à habiter. Adolescence, l'année précédente, c'était Éric Vialatel, notre directeur, qui s'est dit
On est un jeune festival, on n'a que 3 ans d'existence. L'adolescence, c'est un joli thème. On est un festival un peu adolescent. C'était un peu parti comme ça. Ça part de discussions, d'envie, des lieux qu'on va investir, de l'actualité aussi, éventuellement. Enfin, ça peut intervenir. On est assez ouverte. Et puis surtout, il faut que ça soit des thèmes qui parlent à tout le monde. Ça, c'est important. Parce faut pas oublier de préciser qu'on est un festival entièrement gratuit. Donc ouvert à tout public, on fait des actions pédagogiques avec des acteurs locaux, on fait beaucoup de visites commentées, beaucoup de visites guidées. Des expositions dédiées aussi, enfin l'exposition est également dédiée aux enfants, je crois. Il y a une exposition à hauteur d'enfant qu'on appelle l'exposition Bambino, qui reprend une photo par photographe avec un texte très clair, accessible, et on fait un petit livret pédagogique autour de l'exposition. Donc voilà, il faut que ça soit aussi un thème qui soit à la fois assez ouvert, compréhensible par tous, et qui permette justement d'intégrer des photographes pointus, mais des photographes assez faciles d'accès, mais aussi des photographes pointus. Ça, la diversité pour nous est vraiment importante. Alors vous parliez de pédagogie, je crois que c'est inutile de le souligner, vous attachez un soin particulier à rendre compte de la technique utilisée pour la création des images, ce qui est plutôt rare dans une exposition, puisque généralement sur un cartel, on trouve bien évidemment le type de support ou la façon dont l'image a été réalisée. Et pourquoi cela vous semble-t-il essentiel de le partager avec le public ? Pour la raison que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai manque de culture à ce niveau-là, et que c'est notre rôle d'essayer de la faire passer auprès du public, que le public comprenne bien que ce qu'il voit, c'est pas une reproduction. Souvent, je suis assez frappée, je me dis, bon, quelqu'un qui va au musée voir une exposition de peinture, on va pas lui montrer des lithographies, on va lui montrer des peintures. Alors, j'exagère un peu volontairement, je noircis le trait, mais moi j'aime bien, quand je vais à une exposition de photographie, voir comment sont faits les tirages. Tiens, est-ce que le photographe a laissé une marge? Tiens, même la présentation est importante. Est-ce qu'il y a un passe-partout? Est-ce qu'il n'y en a pas? Quel type d'encadrement? Et pourquoi? C'est-à-dire tout que se pour justifie. vous, ça rentre aussi dans la culture de l'image véritablement, que il ne s'agit pas simplement d'un rendu, enfin de la photographie, puisque vous faites bien la distinction entre l'image et la photographie. Pour vous, c'est important effectivement de pouvoir repérer, d'avoir des repères peut-être c'est important parce que aussi. Pour le photographe, c'est important. Le photographe, il réfléchit à tout ça. Le ou la photographe, je vois une photographe comme Flore, elle m'impressionne parce qu'elle est vraiment enfin que ce soit, évidemment le format, c'est une évidence, mais le procédé, le format, le type d'encadrement, tout est pensé, tout est réfléchi. Donc c'est aussi à nous de faire passer non pas seulement l'histoire qui est racontée par le ou la photographe, mais aussi la façon dont elle le raconte et les outils qu'elle utilise pour la raconter. Pour moi, c'est aussi important que la photographie elle-même. Enfin, ça fait partie de l'éducation qu'on se doit au public. Et ça fait partie peut-être aussi de votre formation. Si vous le voulez bien, on va revenir maintenant sur votre carrière. Dans votre CV, il y a une expérience fondatrice. Vous avez participé à la création du magazine Réponse Photo, dont vous étiez rédactrice en chef pendant 20 ans. Pourriez-vous nous dire comment se déroule la création d'un magazine? Est-ce que l'équipe disposait déjà d'un cahier des charges quand vous l'avez créé? Et quelle était réellement votre marge de manœuvre? Alors, ça nous fait remonter à loin. Cela dit, c'est pas inintéressant parce que je trouve qu'il y a pas mal de parallèles avec le festival. Pour aller vite, quand on fait le festival, on part d'une page blanche. Chaque année, on part d'une page blanche, on choisit une thématique et on va réunir des photographes autour de cette thématique. De la même manière, quand je faisais le magazine, il se trouve que j'ai participé à la création. C'était en 92. Le cahier des charges existait, il était assez drastique du reste à l'époque, puisque l'idée, c'était un concept anglo-saxon de magazine Get Up and Go. Ils appelaient ça le Get Up and Go. C'est-à-dire qu'il fallait écrire des petits textes de 500 signes, être très accessible, ne pas être jargonneux. Enfin, donc c'est vrai que le principe de toujours traduire, de toujours peut-être avoir ce souci de la passation des techniques photographiques, je la dois, je pense, beaucoup à cette formation qui a été Réponse Photo pour moi.
Après, la marge de manœuvre, bah, il se trouve qu'à un moment donné, l'histoire a fait qu'on s'est retrouvé avec Jean-Christophe Béchet à la tête du magazine et qu'on a eu envie, en fait, plus que de faire un magazine qui était un peu calibré, de faire le magazine qu'on aurait aimé lire. De la même manière, quand je crée le festival et quand on travaille sur la programmation, on montre des photographes qu'on aimerait, ou des chocs photographiques que j'ai eus par avance, en l'occurrence par Richard Mauss. J'avais vu son exposition en 2013 qui m'avait vraiment sidéré, qui m'avait épaté. J'avais trouvé ça hyper intelligent et très beau. Donc de la même manière, j'ai envie de partager ça avec le public. Donc le magazine, c'était ça. Donc quand on s'est retrouvé en 96, je deviens rédactrice en chef. Et là, je me rends compte que la technique, c'est effectivement un des piliers du magazine, mais que la technique sans l'esthétique et la pratique, ça ne peut pas fonctionner. Les trois sont liés, donc il y a ce trépied photographique, j'ai envie de dire, entre la technique, l'esthétique et la pratique. Et on a accordé beaucoup de place à la culture photographique, parce que pour moi, c'est vraiment un vrai souci. Et on le voit, alors j'ai toute une théorie là-dessus, sur les livres photos. Pourquoi les livres photos sont si mal se vendent aussi mal, pourquoi l'édition photo est aussi... Ah, vous allez nous en parler tout à l'heure, parce que je vais en parler tout à l'heure. Que je souhaiterais vous poser justement. Donc, je ne vais pas prendre trop d'avance, mais bon, voilà, tout ça pour dire que le magazine, on l'a fait évoluer vers beaucoup de culture photo, vers des rencontres avec des grands photographes. Et nous, on était des passeurs. C'est comme ça qu'on a consacré un numéro entier. On a proposé à Raymond Depardon d'être rédacteur en chef. On a même invité des personnalités autres, comme Isabelle Huppert, à être rédactrice en chef d'un numéro. On a fait des numéros avec Willy Ronis, on lui consacrait 40 pages. Enfin, on avait quand même beaucoup de liberté parce que ça fonctionnait. Donc, les lecteurs suivaient, ils étaient friands. Et moi, je crois en l'intelligence du lecteur, je crois en l'intelligence du spectateur. J'ai toujours envie d'élever un peu le niveau. Et je me suis rendu compte que quand on montre des choses, même difficiles à un public, mais qu'on l'explique, et ben le public il suit. Le public il est pas bête, faut pas croire ça. Donc voilà, ça c'était un peu mon leitmotiv à Réponse Photo, et ça l'est devenu aussi d'une certaine manière dans le Festival du Regard. Alors dans l'édition, dans la publication d'un magazine mensuel comme celui-ci, est-ce qu'il y a une forme de routine? Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a des réunions de rédaction. Le rythme, oui. Comment ça fonctionne? Voilà. Quel est le rythme? Tout dépend. Alors, il se trouve que Réponse Photo, c'était mensuel. Donc, tous les mois, effectivement, à date fixe, il fallait rendre les 140, 150 pages rédactionnelles. Et on était une toute petite équipe. C'est aussi pour ça qu'on était assez libre, parce que du coup, on était très on pouvait intervenir à la fois sur les critiques de photos de lecteurs, sur les articles techniques, et surtout on était tous photographes à la base. C'était une équipe de combien de personnes, puisque vous avez cité Jean-Christophe Béchet? Il y avait en rédacteur, on était 4 à écrire, et puis avec quelqu'un qui était à temps partiel, il y avait des pigistes, chacun spécialisé dans leur domaine, mais l'important c'était qu'à chaque fois, quand je suis devenue rédactrice en chef, j'ai voulu chercher des photographes qui savaient écrire plutôt que des journalistes qui faisaient de la photo. Et pour moi, ça faisait toute la différence. C'est-à-dire les photographes en question qui écrivaient, ils nous parlaient de leurs propres problèmes qu'ils rencontraient. Parce qu'en plus, on a vécu avec Réponse Photo de 92 jusqu'à mon départ en 2014, on a vécu la révolution du numérique qui est arrivée, qui a balayé tout. Et vraiment, notre volonté, c'était de dire, l'argentique, c'est l'histoire de la photo, faut pas l'oublier. Donc, on a bâti le magazine en n'oubliant pas notre histoire, en n'oubliant pas nos fondamentaux. Et ça, je crois que les lecteurs l'appréciaient assez. Donc, pour revenir au rythme, pour aller vite, parce que sinon, on en a pour la journée, on en a pour des heures et des heures. Qu'est-ce qui se scande, finalement? Donc, en général, autour du 25 du mois, il fallait rendre les papiers. Enfin, évidemment, on ne peut pas rendre tout en même temps. Donc, il fallait étaler, et c'était aussi une grande partie de mon travail. Organisationnel. Voilà, d'organiser le flux de l'arrivée des copies, du choix des photos, etc. Ça se faisait au fil du mois. On avait en général une réunion de rédaction en début de mois en disant, voilà, quels sont les thèmes qu'on va aborder. Dans le sommaire, en faisant attention aussi à avoir des articles pointus mais des articles plus accessibles, il y avait déjà cette volonté-là. Et puis au fil de l'eau, au fil du mois, les papiers arrivaient, on les mettait en page,
On les envoyait en photogravure, on les vérifiait, et après ils étaient mis ce qu'on appelle au marbre, avec quelquefois la possibilité que des articles soient faits par des pigistes ou par nous-mêmes un petit peu en avance, mais on avait rarement de l'avance malheureusement. Puisque c'était défini bien évidemment par votre réunion de rédaction et la thématique du numéro en question qui allait sortir le mois suivant. Ce qui était compliqué, c'est qu'on avait 12 numéros par an, donc il n'y avait jamais d'arrêt, et qu'en plus, Jean-Christophe Béchet avait initié et créé les hors-séries, qui marchaient très bien à son époque, et qui venait de se rajouter avec 2 parutions supplémentaires, ça faisait 14 numéros par an, pour une toute petite équipe, donc on chômait pas. Mais c'était passionnant, parce que c'est vrai que ça nous permettait d'aborder plein de sujets différents, rencontrer plein de photographes, organiser plein de concours. On faisait énormément de concours à l'époque avec des dotations, mais des fois je me disais, mais les lecteurs, je sais pas s'ils se rendent compte, ils sont mieux équipés que nous. Non, on a fait beaucoup de choses, mais c'était passionnant, c'est sûr. Alors, parmi vos multiples activités, vous organisez des workshops, des masterclass, vous menez également très régulièrement des lectures de portfolio, et vous avez récemment coécrit avec Jean-Christophe Béchet, que vous venez de citer, un livre intitulé « Concevoir des portfolios de photographie » aux éditions Erol. Sans spoiler, sans divulgacher le contenu, quelles sont les maladresses qui reviennent le plus fréquemment ? Quel type de conseils pourriez-vous donner à un photographe qui désire présenter son travail ? C'est une bonne question. Alors, en fait, d'abord, juste pour préciser ce que c'est un portfolio de photographie, parce que tout le monde ne le sait pas, mais c'est devenu maintenant vraiment l'outil, la carte de visite principale pour le photographe. Typiquement, un photographe qui n'est pas connu, qui veut se faire connaître, qui veut exposer dans un festival et qui veut entrer en galerie ou qui souhaite se faire connaître son travail, ça passe beaucoup maintenant par la forme portfolio. Donc là, le portfolio, c'est un ensemble d'images. Peut-être avant un livre, Tout à fait. Le livre qui peut être un aboutissement. Qui peut être un aboutissement du portfolio, exactement. Mais c'est un ensemble d'images sur une série. Alors je vais vite, un ensemble d'images homogènes sur une série ou sur une thématique, et donc il se trouve que les travers, quels sont les travers ? Ce que j'ai pu rencontrer, c'est des fois des séries qui n'étaient pas cohérentes, des images qui n'allaient pas entre elles. Après, c'est compliqué comme ça dans un podcast d'en parler, mais peut-être ce que je peux conseiller, c'est d'abord de travailler sur une thématique qui vous est propre et pour laquelle vous êtes sincère, parce qu'il y a beaucoup de photographes aujourd'hui. Donc, c'est pas la peine de faire la énième série sur le confinement. Là, il y a eu récemment un concours, ils ont reçu 400 dossiers avec un portfolio sur le confinement aujourd'hui. Je pense qu'on va dans le mur. Oui, ou alors il faut vraiment que le travail soit ultra original. Après, il faut soigner énormément la présentation. C'est-à-dire qu'il faut que les tirages soient soignés, qu'ils soient tous à la même taille, choisir un format et pas 36, une jolie présentation dans une boîte, des beaux tirages, et puis un propos un peu original, une série sincère qui vous corresponde. Voilà. Est-ce que vous conseillez, avant de le montrer à un professionnel, de le diffuser ou de le présenter dans son entourage proche? Est-ce que les conseils qui peuvent être apportés ne nuisent pas plutôt aux photographes? Vous répondez déjà un peu à la question. L'entourage, il est toujours il est toujours sympa, il est toujours un peu bluffé. Alors, ça m'est arrivé en lecture de portfolio. Moi, j'essaie toujours d'être constructive, parce que je veux dire, la personne, elle se met un peu à nu avec son portfolio. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, donc il ne s'agit pas de démolir. Il s'agit s'il y a des critiques à apporter, il s'agit de lui donner des clés pour que le portfolio soit mieux la fois suivante. Mais oui, effectivement, l'entourage n'est pas forcément connaisseur, n'a pas les codes. La photographie, c'est un petit milieu. Il faut aussi se renseigner. Alors ça, c'est un conseil que je donne dans le livre. C'est se renseigner aussi à qui on va montrer le portfolio. Parce que si votre but, c'est de faire un livre, comme vous dites, il vaut mieux peut-être aller voir des éditeurs plutôt que d'aller voir une galeriste qui va plutôt penser au fait que les tirages, est-ce qu'ils sont vendeurs ou pas ? Est-ce que le galeriste il va se dire, est-ce que ce travail-là, fonctionne sur image unique? Est-ce que je me vois pour le présenter à des collectionneurs?
Donc il faut se renseigner sur les personnes qu'on va Mais voir, sur leur... C'est du sur-mesure, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, oui. C'est pour ça que c'est très difficile de donner comme ça. Et c'est pour ça qu'on en a fait un livre qui est très épais, avec beaucoup de conseils et beaucoup d'interviews. On a privilégié cet aspect-là. Et donc, vous ferez une lecture de portfolio, vous l'avez dit, en novembre Non, le 18 octobre à Cergy-Pontoise, et entièrement gratuite. Ça, j'y tiens aussi, parce que c'est vrai que maintenant... C'est sur inscription, j'imagine. C'est sur inscription sur le site. Alors, je l'ai dit, vous organisez des masterclass depuis 3 ans avec la photographe Flore. C'est un concept assez innovant puisque vous accompagnez durant 8 mois à travers 4 rendez-vous des photographes qui viennent non pas suivre des cours mais aboutir un projet. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous associer avec cette photographe? Quel est le public auquel vous vous adressez? Et à l'issue de ces 3 premières années, est-ce qu'il y a effectivement des projets qui ont émergé? Alors oui, alors ça c'est une grande satisfaction. Alors d'abord dans l'ordre. Donc Flore, je la connaissais via ses livres. J'avais beaucoup aimé son travail sur une femme française en Orient. C'était son premier livre. Et c'est vrai que quand elle m'a approchée, je me suis dit pourquoi pas, c'était intéressant, ce travail de pédagogie, ça me correspond bien. Pourquoi pas tenter l'aventure avec elle? On a bien senti qu'on avait une sensibilité commune. Justement, par rapport à votre question d'avant, on prépare donc entre 8 à 12... On essaye d'avoir des groupes plutôt petits parce que c'est beaucoup de travail de suivre un projet de son origine jusqu'à son aboutissement. On est un peu des accoucheuses, on va dire, avec Flore de projet, des sages-femmes de projets photographiques. Donc, et notamment l'objet final, l'idée c'est que chaque photographe puisse présenter un portfolio qui puisse aller montrer, notamment aux rencontres d'art, dans des festivals prestigieux, pour essayer ensuite soit de décrocher une exposition, un livre. Et on a eu, ça fait maintenant 3 ans qu'on fait cette masterclass, d'énormes satisfactions. Je dois préciser aussi qu'il y a Adriane Claret qui s'occupe de la partie intendance, et même on est 3 en réalité, on n'est pas que 2, on est 3 parce qu'Adriane est très présent et apporte aussi sa grande connaissance de Photoshop, du milieu. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très bien et on fonctionne bien ensemble. Et donc on a eu l'énorme satisfaction de voir certains de nos stagiaires qui ont exposé, alors je peux citer le cas d'Amélie Chassari qui a exposé au Photonal de Beauvais l'année dernière. Là, on a lors de la dernière photo masterclass, Shiraz, une de nos stagiaires, a rencontré, parce qu'on fait, la caractéristique de notre photo masterclass, c'est qu'on fait intervenir aussi des acteurs du monde de la photographie, un éditeur ou une éditrice, en l'occurrence là c'était Fabienne Pavia. Qui viennent comme des invités. Qui sont invités pendant le week-end. Il y a 4 week-ends dans l'année, plus des rendez-vous individuels. Donc Fabienne Pavia des éditions du Bec en l'air est venue, a vu le travail de Shiraz. Ça lui a permis déjà d'entrer en contact avec un professionnel du milieu, elle qui ne connaissait pas forcément ce milieu-là. Et elle va sortir un livre là en octobre. Donc on est ravis. Enfin, je veux dire, c'est le projet qu'on a porté, on l'a aidé. Vous voyez véritablement la concrétisation de... Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant pour nous. On est ravis pour eux. Enfin, c'est très beau, quoi. Donc, on a plusieurs invités, donc toujours quelqu'un du monde de l'édition photo, quelqu'un des institutions, parce que les photographes ne connaissent pas bien les institutions en France. Donc, Héloïse connaît ça de la Bibliothèque nationale de France. Et toujours aussi un ou une galeriste, pour montrer aussi ce que c'est la photographie dans le marché de l'art, puisque ça, il ne faut pas le négliger, c'est maintenant devenu assez important dans le milieu photographique. Et le dernier week-end, on a une personnalité du monde de la photo à qui chaque photographe stagiaire va présenter son travail et ça se déroule une vraie lecture de portfolio et c'est l'occasion pour la personne après peut-être de concrétiser un contact ou d'être envoyé vers quelqu'un d'autre en fonction de la couleur du travail. Vous ne m'avez pas dit quel est le type de personnes auxquelles vous vous adressez. Est-ce que ce sont des amateurs? Est-ce que ce sont des étudiants qui sortent d'école? J'ai envie de vous dire, on s'adresse à tous ceux qui ont besoin de notre aide. Donc il y a des photographes amateurs, effectivement, mais qui sont toujours... moi, j'aime...
ce qui m'embête toujours dans le terme amateur, c'est que souvent c'est pris de façon un peu péjorative. L'amateur, il n'y a rien de plus beau c'est celui qui aime. Donc les amateurs qu'on peut rencontrer, et que je connaissais à l'époque du magazine, enfin, ceux que j'ai pu rencontrer ou ceux qui viennent à la masterclass, souvent ce sont des gens qui prennent la photographie très au sérieux. Il faut voir aussi qu'ils s'investissent vraiment. C'est pas parce qu'ils ont un métier par ailleurs qu'ils ne vivent pas de la photographie qu'ils ne vont pas travailler très sérieusement. Donc on a des amateurs, effectivement, mais on a aussi des professionnels qui, à un moment dans leur parcours, se posent des questions, peut-être se sentent un petit peu en décalage ou ont envie de mener aussi une série personnelle, la voir aboutir. Donc on est là pour les aider. Donc c'est assez mélangé en définitive. Très bien, merci encore Sylvie Hugues et donc à très bientôt à Cergy. Merci à vous Yannick.